de l'Université d'Aix-Marseille et qui va nous parler des architectures et technologies sur la poïèse d'hétérotopie plastique. Peut-être que je peux dire que la thèse a été soutenue sous la direction de Michel Guérin, qui est un philosophe que j'apprécie. Voilà. Bien, merci. Bonjour à tous. Je remercie M. Dehotte pour son invitation et la MSH pour son accueil. J'ai la charge assez lourde d'essayer de tenir éveillé à ce créneau assez difficile. Alors, je pensais m'aider de vidéo et malheureusement, on a pour moi un problème technique. Mais c'est tout s'endort. Bon, je vais compter sur la rhétorique pure alors. Donc, je vais vous parler d'architecture technologique et genèse d'hétérotopie. Ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur l'art technologique, c'est-à-dire sur l'irruption de la technologie dans les arts plastiques. À cette occasion, j'ai eu la chance et l'honneur de compter Jean-Louis Dehotte dans mon jury de thèse, et c'est à ce titre que je me trouve aujourd'hui devant vous. J'ai ainsi consacré quelques pages à des projets architecturaux hautement technologisés et à l'esthétique qu'ils pouvaient dégager, à leurs nouvelles modalités de fonctionner, de faire espace et de remplir leur mission d'assemblement de services et de personnes. Je vais ici retravailler cette piste et tenter de poser quelques éléments clés de ce que l'on pourrait appeler une architecture technologique. Mais la tâche commence par un premier écueil et de taille. Je ne sais pas ce qu'est l'architecture. D'ailleurs, je m'empresse de m'excuser auprès d'un public sans doute plus expert que moi des approximations, voire des erreurs, que j'espère négligeables, que je pourrais commettre dans la suite de mon intervention. Mais faisons d'un défaut cognitif une vertu noétique et revendiquons tout d'abord cette naïveté à l'égard du champ d'accueil. Donc, qu'est-ce que l'architecture ? L'étymologie me retiendra moins que la polysémie qui accourt de nos jours. En portant le regard sur ce qui aujourd'hui semble répondre au corpus architectural, force est de constater que le spectre paraît bien étendu. Un banc n'est peut-être pas une création architecturale, mais il est bien souvent un élément d'architecture, comme l'attestent les interdictions légales et morales de modifier le mobilier dans les bâtiments d'architectes récemment construits. Une ville dépasse sans doute le périmètre de l'architecte, sauf quand la ville s'appelle Brasilia, ou l'architecte Rem Koolhaas. Les perspectives paysagères semblent extérieures au projet d'architecte, sauf qu'elles sont de facto protégées par son influence, qu'elles participent de son geste, et là encore, les abords d'un bâtiment ou les prolongements des ponts sont devenus partie prenante et intégrés à la création originale. Constatons encore qu'il est tout aussi ardu de tenter de limiter l'étiquette à une catégorie précise de créateurs, l'architecte paysager, l'architecte urbaniste, l'architecte des bâtiments de France, l'architecte designer, tous revendiquent ce titre. Mettons que l'architecte est celui qui bâtit. Bah ouais. Heidegger décortiquera ce verbe pour nous convaincre qu'habiter, c'est précisément bâtir. Si l'on privilégie l'approche heideggerienne, au viol sans doute de l'étymologie française, on pourra retenir deux objets idéaux de l'architecte, le bâtiment d'une part et l'habitat de l'autre. Je propose de retenir ici cette dernière acception, la plus large, pour poser la visée de l'architecture. Produire des habitats, c'est-à-dire des espaces vivables par l'homme, des lieux pour l'homme, ce qu'Aristote appellerait des topolos. Second terme tout aussi problématique de mon syntagme, la technologie. J'ai posé que la technologie est la sous-traitance du traitement de l'information, quand la technique est la sous-traitance du traitement de la matière. La technologie opère sur les signes, quand la technique contrôle des forces. Et je m'intéresse à la technologie telle qu'elle s'est envolée depuis son association réussie avec l'informatique. Le terme appareil, lui-même, doit s'entendre en un sens tout à fait banal. Tout produit manufacturé fonctionnant à partir d'un microprocesseur, et au pluriel, car ils sont de plus en plus nombreux, et c'est de leur nombre galopant qui fait leur puissance cumulative. Je m'éloigne donc du concept forgé par Dehotte. Dès lors, qu'entendre par architecture technologique ? Il ne s'agira pas ici de s'intéresser à la poïèse, à l'acte de conception et de production des objets d'architecture, car sinon il serait facile de démontrer que toute architecture contemporaine est technologique, depuis l'entrée en lice des ordinateurs dans les bureaux de conception. Il s'agira plutôt de porter la focale sur l'objet produit, qui doit, lui, fonctionner sur et à partir de chaînes technologiques. J'appellerai donc architecture technologique la branche de l'architecture qui produit des créations fonctionnant à partir d'un microprocesseur, réagissant avec leur environnement et interagissant avec leur public. Voilà mon sujet de réflexion du jour circonscrit. J'aimerais vous en présenter un panorama, ou plus modestement une approche, à travers une problématique impliquée, me semble-t-il, dans ce champ, celle des hétérotopies, chère à Foucault.
Parce que justement, cette notion apparaît d'elle-même lors de l'analyse d'architecture technologique. Et de fait, l'hétérotopie foucaldienne, ce lieu autre, hétérotopos, cet ailleurs, a au moins une double affiliation avec notre sujet du jour. D'une part, en tant que les hétérotopies sont des lieux, la plupart ont été construites et donc élaborées comme gestes architecturaux, ou à tout le moins techniques. D'autre part, parce qu'elles sont des constructs de la réalité qui s'extrait de la trame du monde, ouvrant une parenthèse de temps et d'espace décorrélée du rythme mondain externe. Et par conséquent, toute architecture, parce qu'elle est une œuvre d'art, sous-tend sans doute une hétérotopie. Mon objectif aujourd'hui est donc d'étudier la façon dont hétérotopie et architecture technologique s'éclairent l'une l'autre, comment elles s'intriquent l'une avec l'autre, ou encore comment l'architecture technologique vient produire, de par son mode d'existence appareillé, de nouvelles formes d'hétérotopie collective au régime d'activation. Je vous propose de commencer par tenter d'établir une typologie, non de l'architecture mais des hétérotopies. Foucault donne quelques exemples d'hétérotopie. Les jardins d'enfants envahis par leurs jeux, les cimetières, les bibliothèques, les hôpitaux, les navires, les plages, etc. Un premier groupe pourrait concerner les hétérotopies domestiques. Elles sont personnelles. C'est la cabane dans le jardin que les enfants envahissent avec les mots de passe et où ils stockent leurs arcs, les flèches et les dépouilles des scalps obtenus dans leur jeu. C'est le lit des parents, sous les draps desquels les enfants se réfugient comme sous une tente et se racontent des histoires fantastiques. Il n'y a pas d'usage collectif à ces hétérotopies. Elles ne sont identifiées comme telles que par un petit groupe de personnes qui les activent en respectant des règlements ésotériques connus d'une poignée d'élus. Ce sont parfois des lieux qui ont été créés pour constituer les hétérotopies, mais bien plus souvent, ce sont des lieux du réel, avec un fonctionnement mondain déjà déterminé, qui se trouve dévoyé, réinvesti, pour se mettre à fonctionner comme hétérotopie. Ce dont ces lieux ont besoin pour s'animer comme tels, ce sont des habitants, qui viennent en user selon leur régime hétérotopique, c'est-à-dire en se laissant prendre dans un scénario et dans un tissu d'utilisation de ces objets. Merci. Tel bout de bois est une épée, tel recoin détient le trésor amassé au cours des dernières aventures, tel ustensile ne s'active que si on le manie d'une certaine façon. Je vais pouvoir vous présenter quelques... Ah, j'ai perdu mon truc. À ce premier groupe d'hétérotopie répond un art de l'installation, ou une architecture de l'habitacle. Le thème botanique, notamment, a beaucoup intéressé des artistes comme Xenocosme ou Sommerer et Mignonnet. Ces derniers, dans Interactive Plant Growing en 1992, puis dans Eau de Jardin, utilisent un système hybride entre floralité organique et virtualité botanique. Dans une grande salle où des images synthétiques sont projetées sur le mur, des plantes en pot attendent le public. Son approche déclenche l'apparition ou la modification sur un grand écran de toute une flore exubérante, qui vient peindre le mur d'une présence florale factice mais lumineuse, virtuelle mais émerveillante. Le spectateur est jardinier d'un parc, obéissant et changeant, impérissable et non vivant, parce que le jardin dont il est ici question est ailleurs, dans une autre dimension. On pourrait encore citer l'exemple du projet 1001 par Thomas Heeman et Marcus Dilger, projet qui est technologique sans être anumérique, et en ça il est assez intéressant. Voilà le projet d'un fauteuil qui s'adapte au corps de son utilisateur. Projet de design plutôt qu'architecture. Un second groupe d'hétérotopies pourrait concerner les hétérotopies collectives. Elles sont partagées par la population qui leur est socio-culturellement associée. C'est le cimetière, dans lequel le public vient se recueillir et s'évader de la rumeur du monde. Ce sont les musées et les bibliothèques qui détiennent autant de portes vers d'autres réalités, qui ne se consomment pas efficacement, mais s'apprécient instinctivement.
Ce sont les lieux de culte dans lesquels on pénètre avec révérence suite à une mise en esprit idoine qui passe par des rituels codifiés, le bénitier et le signe de croix pour les églises. C'est le navire en mer qui dicte ses lois et ses rythmes sans se préoccuper de ceux du reste du monde. Ces lieux sont connus et reconnus par la société qui les a conçus. A contrario, il serait difficile à un non-musulman de rentrer dans une mosquée ou de faire le pèlerinage à la Mecque, surtout parce qu'il ne sait pas comment cela marche. Et ces lieux sont identifiés par toute leur communauté comme des lieux ancrés dans le réel et pourtant fonctionnant sur un rythme distinct du reste du monde. Ils remplissent même comme fonction de ménager dans la trame du monde des espaces où un autre rythme est possible et d'aménager des régions d'hétéronomie où les autres lois et règles n'ont plus cours. Souvenons-nous de Quasimodo criant « Asile !» à peine entré dans l'église consacrée. L'homme qui y prend place est un résident, pérenne ou de passage, un hôte, hébergé, accueilli, protégé presque, qui vient s'abriter dans l'hétérotopie. À ce deuxième groupe répond une architecture de l'édifice, des bâtiments. C'est par exemple la surface qui se fonctionnalise, qui se fait enrôler dans le projet architectural. Le bâtiment n'est plus un bloc inerte, agencement d'espace et configuration de fonctions. Il se voit augmenter d'une enveloppe dynamique, active et intelligente, lui permettant de remplir de nouvelles missions. C'est le cas par exemple avec le projet adaptatif façade de Marilena Scavara, qui utilise des automates cellulaires pour proposer un mur d'alvéoles dynamique qui promeut un éclairage optimal en fonction des conditions de luminosité extérieure. Deuxième exemple que je vais pouvoir vous montrer, j'espère. C'est en 2008 pour l'exposition universelle de Saragosse, en Espagne, Carlo Ratti, qui a construit son Digital Water Pavilion, un bâti dont les murs externes et certains murs internes sont formés par un mince filet d'eau. Programmable et interactif, qui peut s'ouvrir devant les entrants, dessiner divers motifs visuels, offrir un espace interne reconfigurable. Le bâtiment est même conçu pour pouvoir s'affaisser et se recroqueviller en simple bassin d'eau, sans hauteur. Les murs n'étant plus un élément structurel et tectonique, mais de simples voiles diaphanes, pouvant s'enclencher ou disparaître instantanément. Là, c'est une version simulée, mais le pavillon existe vraiment, et on a d'autres vidéos où on le voit en fonctionnement sur ce même mode. Je vais laisser la vidéo diffusée, pour passer au dernier groupe, qui pourrait rassembler les hétérotopies arcadiennes, écologiques. Elles sont la part commune à l'ensemble de l'humanité. Ce sont des plages paradisiaques, annexées ou non par des professionnels du tourisme. Ce sont les ruines d'Ampi ou de Thaïlande. Ce sont les déserts australiens ou indiens, dans lesquels l'esprit du chaman erre et communie avec les puissances du mana. Ces lieux s'imposent comme exclus du temps, comme des havres, qui prennent dans leur rêve toute personne qui passe. L'homme qui s'y aventure est un nomade, pris en pleine désorientation, c'est-à-dire soumis à un tout autre régime d'orientation, celui de ce lieu et de ses lois naturelles idiotiques, ou plutôt idiotopiques. Cet homme s'y perd parce que son horizon tout entier est à présent redéfini, inhabituel, totalement autre. À ce troisième groupe correspond une architecture des paysages, des grands espaces. C'est un véritable paysage éphémère qui s'est monté en 2012 sur le toit du musée d'art contemporain de Shanghai avec le projet Minimal Relaxation du studio SDA. Les créateurs ont proposé de le voir reconverti en une canopée high-tech et lounge. Le toit fut équipé d'une sorte de grand filet de lumière onduleuse, de sorte que se déployait un nouveau paysage pour les observateurs des hautes tours attenantes, tandis que la terrasse s'aménageait de meubles design et lumineux, dont l'éclairage variait en fonction de la présence plus ou moins forte du public. Il y a quelques photos, je suis désolé pour le problème des tailles d'image, c'est toujours la même. Le deuxième exemple dont je voulais parler, c'est celui donné par le bureau Barker Freeman Design, qui semble s'être spécialisé dans la conception
de paysages globaux fonctionner sur une forte optimisation des capacités du milieu et des conditions de son réemploi. L'un de ces axes consiste à créer des paysages piézoélectriques. Je ne suis pas aidé. Où ils pourraient recycler l'énergie produite par des promeneurs au cours de leur marche en énergie électrique grâce à des matériaux ad hoc. De même, l'énergie du vent pourrait être récupérée via une structure flexible qui, par vibration, générerait de l'énergie électrique. Pour Dubaï, en 2010, il a proposé un projet de paysage d'énergie chromatique, où des centaines de panneaux solaires diversement traités devraient participer de la sauvegarde de l'écosystème alentour et de la création d'un paysage aux couleurs iridescentes inconnues. Un tapis de couleurs qui viendrait recouvrir tous les abords de la ferme d'algues qu'il propose de construire ici. Il y aurait donc peut-être 3 échelles d'espace et 3 régimes d'activation des hétérotopies, correspondant à 3 modes de bâtir l'espace et de l'habiter, et à 3 figures distinctes de son occupant. Une architecture des hétéro-objets et de leur manipulation dans un espace confiné et limité, dévolu à un petit groupe d'habitants partageant un ensemble de règles idiosyncrasiques. Une architecture des hétéro-bâtiments et de leur usage comme lieu d'articulation entre le milieu et ses résidents, qu'il exploite comme un espace conventionnellement réglementé par d'autres procédures que les règles sociétalement en usage. Une architecture d'hétéro-paysages et de leur parcours par un public nomade et désorienté, cherchant à se resituer dans une trame totalement autonome par rapport à celle du milieu. Et notre intuition consiste à parier que l'appareillage de l'architecture vient donner un souffle et un horizon sans précédent à ces productions hétérotopiques. Je vais poursuivre notre route en m'interrogeant à présent sur la capacité de la technologie à produire de l'hétérotopie en s'intégrant à l'architecture. Mais que peut vouloir dire produire de l'hétérotopie? En fait, cela recouvre plusieurs problématiques. D'abord, il faut créer le lieu, dans l'espace réel, qui va accueillir cette hétérotopie, qui a vocation à fonctionner comme telle. Ensuite, il faudra l'activer, c'est-à-dire le recevoir comme tel. Le grenier ou la cabane ne sont hétérotopiques que s'ils sont vécus ainsi par leurs habitants temporaires. Le jardin zen peut très aisément être raté par l'occidental pressé. Enfin, il conviendra de le maintenir en mettant en place des procédures de protection contre toute possibilité ou tentative d'annihilation. On peut manquer une hétérotopie par ignorance. On peut aussi la ruiner de la même façon. Voyez cette mère qui pousse la porte sans ménagement et crie « À table !» en plein milieu d'une histoire d'Indiens et de princesses. D'où la question clé sous-jacente, comment entrer en hétérotopie? Voyons donc comment l'architecture technologique propose de répondre à ces points. Quelle forme d'hétérotopie high-tech a-t-elle créée? Quelle modalité d'activation propose-t-elle? Et quel mode de réception, de vécu produit-elle? Cette fois, nous partons donc de l'architecture technologique et de ses modes d'existence et de fonctionnement. Dans une pièce de 100 mètres carrés, l'artiste plasticien Laurence Malstaff a agencé une série de murs semi-transparents et mobiles qui réagissent à la présence des spectateurs. L'œuvre s'appelle Level, elle date de 2004. Le regardeur devient déambulateur dans un espace en constant réagencement. Le labyrinthe serait parfait s'il était de plus grande taille. Le parcours suivi par le visiteur est rigoureusement unique. Aucun retour en arrière n'est possible, mais pareillement, aucun cheminement n'est programmable, puisque la route que l'on peut apercevoir au travers des murs semi-transparents, le chemin que l'on peut donc imaginer à l'instant T, seront irrémédiablement abolis par le déplacement de l'arpenteur, provoquant la reconformation des parois. Dans le volume de l'œuvre de X mètres de large sur Y mètres de long sur Z mètres de haut, il y a une infinité d'espaces possibles et indéfinis, imprévisibles et irrattrapables. Avec le projet Crystal Mesh de 2011,
le cabinet d'architecture WOA propose d'habiller le bâtiment Illuma d'une peau constituée de 3000 alvéoles hexagonales, disséminées, réparties comme dans un rideau qui laisserait passer la lumière du jour en lui ajoutant des irisations interactives. L'aspect du building s'anime et s'éclaire en fonction de différents motifs graphiques. Un visage digital semble avoir été donné au bâtiment pour engager un dialogue avec les passants. L'architecture de verre se voit continuer, rehaussée par une architecture de la lumière électronique. On pourrait enfin citer le travail de Xiaofeng Mei qui porte sur l'échelle d'une ville entière avec Sensory City, sur lequel il a travaillé en 2012 et que je vais passer sous silence. Parce qu'on n'a pas le temps. Une telle architecture est dynamique. Elle évolue au gré des interactions avec son environnement. Elle est inépuisable. Son aspect n'apparaîtra jamais deux fois de la même façon à des observateurs extérieurs. Elle est insaisissable. Elle actualise des réalités préprogrammées complexes, de sorte que si son aspect est bien explicable a posteriori, elle est imprévisible a priori. Et enfin, elle est adaptative. Elle s'adapte à son environnement, terme à entendre ici comme un binôme nouant le résident et son milieu. Bien sûr, l'architecture n'a pas attendu la technologie pour se prévaloir de capacités fonctionnelles et pour remplir des missions. Elle protège les intempéries, mais peut aussi récupérer et recycler l'eau de pluie. Elle isole des rayons du soleil, mais peut aussi offrir des lieux auto-ventilés ou énergétiquement économiques. Mais tout se joue alors dans la structure initiale, dans son plan et son programme de construction, qui sont ensuite figés. La structure est active, mais elle n'est pas en activité. Elle est bien fonctionnelle, mais elle n'est pas intelligente. Elle est bien adaptée à son rôle, mais elle n'est pas adaptative. Elle est polyvalente, mais son degré de valence est réduit. Ce que propose la technologie, au contraire, c'est bel et bien l'adaptativité d'une architecture dans un individu métamorphe. L'hétérotopie qui se dessine alors est une hétérotopie protéiforme, modulaire, voire alvéolaire, qui ne connaît que des limites, mais plus de territoire. Il n'y a plus de carte possible de tel lieu, seulement des frontières. L'emplacement est donné, certes, mais l'orientation sera libre dans des lieux changeants. Une contrée sans géographie. Une topologie sans topographie possible. Une telle hétérotopie est d'abord ouverture d'espace. Comment un tel lieu peut-il être appréhendé par l'homme? Sous quelles conditions accepte-t-il de se dévoiler à lui, de se mettre en branle pour lui et de se reconformer autour de lui? Ces lieux interactifs sont actualisés par le spectateur qui s'y risque. Il y a deux modalités qui ne s'excluent pas l'une l'autre, mais au contraire se combinent. Il y a d'abord une entrée, un seuil, qui est une mise en disposition du public, une orthodromie. Il y a, pourrait-on dire, un effet de seuil, consubstantiel aux hétérotopies, et que l'on retrouve par exemple dans l'art zen et la cérémonie du thé des Japonais, qui se déroule dans une petite pièce connexe à la maisonnée, qu'on appelle la chambre des thés. Je cite Okakura, « L'invité approche en silence du sanctuaire. Il se courbe pour se glisser à l'intérieur de la chambre par une minuscule porte d'à peine 3 pieds de haut. Imposé à tous les invités sans distinction de rang, ce procédé avait pour but d'enseigner à chacun l'humilité. Avec l'architecture appareillée, le procédé se fait dispositif, c'est-à-dire un ensemble de règles protocolaires imposées dans un espace-temps délimité et prédéterminé qui vient encadrer l'action de celui qui veut s'y rendre. L'actualisation puis l'interaction ne peuvent être enclenchées puis se dérouler que si le dialogue public-œuvre se place dans le cadre envisagé par le concepteur, restreint par les limites de l'outillage actuel et secondé par la puissance de l'algorithmique. Bien sûr, je renvoie incidemment à Agamben sur la notion de dispositif. Le dispositif qui réglemente l'entrée en hétérotopie et lui donne son effet de seuil se voit complété par l'interfaçage de l'hôte occupant ces lieux. Dans son sens fort, l'interfaçage serait le flux à double sens, de signaux réglementés par la technologie retenue et qui entretient l'ouverture d'espace qu'est l'architecture technologique. Il ne faut pas analyser distinctement les interfaces de sortie, qui sont partie intégrante de l'œuvre, qui sont bien souvent son visage, sa physionomie, le résultat de l'interaction du spectateur, et les interfaces d'entrée, qui seraient plus ou moins visibles, capteurs d'informations nécessaires à l'exécution des programmes internes. Il faut au contraire appréhender les deux ensemble, comme nouvelle modalité de communication entre l'homme et un partenaire dialogique technologique. Une modalité qui codétermine la forme des deux, ou autrement dit,
une forme médiée technologiquement et constante de ce qu'il faut bien appeler une transindividuation. Les deux corps s'individuent en s'informant l'un l'autre, et le phénomène est un processus qui se déroule sous le signe de l'interaction. Non pas seulement le mode dialogique qui se joue via les diverses interfaces écraniques, mais un mode interactif qui prend racine dans ces deux pôles que sont ces individus mobiles, actifs, évolutifs. Au sortir de cette expérience où questions informulées et réponses involontaires alternent en permanence, où actions et réactions s'intriquent les unes aux autres, de sorte qu'il n'est plus possible d'affirmer lesquelles sont causes des autres, dans ce maelstrom de flux bidirectionnel, les deux entités se trouvent modifiées, chacune individuée en fonction de l'autre, qui fut son partenaire d'interaction. Une fracture alors s'opère dans le public, et parallèlement dans la chora de l'œuvre. Cette dernière possède une sous-zone, la zone d'interaction, dans laquelle pénètre le public spectateur, qui se soumet ainsi au dispositif et s'intègre aux chaînes de l'interfaçage. Tandis qu'une zone adjacente, de simple observation, peut accueillir un public simplement spectateur, qui en profite, sans s'y frotter. Mais il s'agit sans doute moins d'une fracture que d'un double positionnement, le public étant amené à occuper tour à tour l'une et l'autre place. Deux points de vue que pourraient illustrer par ailleurs les deux grandes classes d'appareillage architectural, celle qui revisite des façades et celle qui s'intègre aux structures. Les architectures technologiques qui restent en façade sont purement phénoménales et se présentent moins comme lieu à vivre que comme écran à suivre. Et les autres, au contraire, laissent leurs spectateurs les infiltrer pour pouvoir les embrasser et les soumettre à une nouvelle expérience d'espace-temps. Pour les premières, l'usager reste dehors et est invité à se projeter. Dans les secondes, le public les pénètre et est sommé de s'introjeter. Ce qui produit alors peut-être deux modalités distinctes d'actualisation hétérotopique, deux manières différentes d'ouverture d'espace. L'hétérotopie comme surface, comme peau, comme écran, où l'ailleurs se déchiffre dans la reconfiguration permanente des caractéristiques formelles de l'œuvre. L'ailleurs comme fiction, et le sujet comme lecteur. Et l'hétérotopie comme volume, comme espace, comme zone ouverte, où l'ailleurs devra se découvrir dans le réagencement dynamique de la structure de l'œuvre, l'ailleurs comme chemin, et le sujet comme voyageur. Comment un tel lieu peut-il être apprécié par l'homme? Quel type de relation esthétique, c'est-à-dire quel régime spécifique de réception, se met en place lorsqu'il se retrouve occupé par un sujet? De par ses caractères dynamiques et interactifs, l'architecture technologique devient générative d'extraterritorialité. Elle crée des objets qui contiennent des puissances génétiques d'autres espaces. Elle bâtit des lieux qui ouvrent sur d'autres réalités, formant comme un nexus de contenu et d'informations volatiles. La communication qui se met en branle se fait entre d'un côté un environnement à la fois élargi et réduit, et de l'autre un individu sollicité et comme cobaye ouvrier, et comme hôte désirant. L'architecture n'est plus seulement fonctionnelle, même multifonction, elle est fictionnelle. Hier, l'architecture visait à organiser au mieux la demeure de l'homme sédentarisé, c'est-à-dire à répondre à ses activités en leur ménageant des espaces. Aujourd'hui, elle ouvre la demeure de l'homme à des préoccupations extraterritoriales et supramondaines, c'est-à-dire elle tend à correspondre à des désirs en intégrant une dimension onirique au sein même de ses limitations spatiales. Ce qui s'actualise en ces lieux est le fruit d'un échange entre des propositions préprogrammées et une libido incarnée. Si l'hétérotopie est le lieu où l'homme rêve, celle permise par l'architecture technologique est de celle où le rêve se fait vision et voyage. Plus exactement, le rêve était ce qui advenait depuis l'hétérotopie figée dans sa matérialité. Il devient ce qui s'élabore à travers la phénoménologie changeante, virevoltante, générative de discours et de percepts, riche et extensive de l'hétérotopie technologique. Electronic Shadow a monté un pavillon des métamorphoses en 2010. Il s'agit d'un espace de 16 mètres carrés dont toutes les parois sont en verre, coulées dans un verre spécifiquement traité. Elles deviennent support d'image, faisant du pavillon un temple, où fusionnent matière et lumière, un lieu en perpétuelle métamorphose, suspendu dans le temps et l'espace. Sur les parois du pavillon sont projetés divers décors, qui répondent à l'activation de l'œuvre par son spectateur. Les artistes proposent de plonger le spectateur moins au milieu de pièces qu'au cœur d'ambiances diverses. Ces ambiances sont cinétiques et dynamiques,
répondant au mouvement du spectateur, à ses errances, à son intérêt pour les visages du site. L'architecture organise alors une rencontre entre le réel de l'homme qui le parcourt et le virtuel de la structure qui le reçoit. Pour fonctionner, l'œuvre doit se laisser habiter. Pour interagir, le spectateur doit se laisser prendre par le dispositif. L'œuvre en appelle à son occupant comme à sa source, se languissant de son absence. En décidant de jouer le jeu, de se mettre en disposition pour l'œuvre, le sujet se transplante dans un nouvel univers. C'est peut-être ici en effet de transplantation qu'il retourne. L'action de transporter un être de son contexte d'origine vers un contexte autre et hôte. La transplantation d'organes est un bon paradigme de cet acte. Qu'y apprend-on? Que d'une part, le contexte d'origine se voit diminuer de l'individu en question. C'est donc bien d'un transfert numérique, au sens d'Aristote, qu'il s'agit. Mais aussi qu'il y a des conditions de réussite à surveiller. L'élément transplanté doit être compatible avec son environnement d'accueil, voire les résus. Et plus foncièrement, l'environnement d'accueil doit offrir les conditions de subsistance à son organe intrant. Il y a là la menace d'un double échec. La transplantation peut être impossible ou elle peut être rejetée. Se cache ici peut-être alors la réponse à la question « Comment pénètre-t-on dans une hétérotopie ?» On y pénètre en s'y transplantant. Cela veut dire que l'on quitte la trame mondaine traditionnelle, qui accuse dès lors une perte sèche. Cela dit aussi que l'individu doit se mettre en condition pour s'adapter à son nouvel environnement, qui doit être compatible avec lui. Et cela dit enfin que le lieu d'accueil doit prodiguer une bonne réception à son impétrant. C'est pourquoi l'inconnu ne peut pénétrer le jeu des enfants dans leur cabane, il ne fait que le dissoudre. L'inconnu est incongru. La transplantation est donc ce moment éphémère où l'individu, en suivant un certain protocole, change sciemment de contexte, quittant l'ancien pour un nouveau, en prenant le risque de le rater par ignorance ou de s'en voir exclu par incompatibilité. Pour qu'une hétérotopie fonctionne comme telle, il faut qu'elle autorise et réglemente cette opération de transplantation. Dans ce dernier temps, je voudrais tenter une synthèse et réfléchir à l'idée d'hétérotopie technologique, ou comment l'architecture peut faire hétérotopie. Une première approche pourrait laisser apercevoir l'image d'hétérotopie appareillée, qui sont des lieux du réel sur lesquels est venu se greffer le régime propre de la technologie qu'est l'appareillage. Ce dernier est une surcouche qui vient se déposer sur le réel pour en modifier l'interface, les flux et les caractéristiques. Ces lieux se voient augmentés technologiquement selon la triple relance, concurrente ou complémentaire, des appareils technologiques. À savoir, ils sont amplifiés perceptuellement, ou bien ils sont augmentés cognitivement, ou enfin ils sont prolongés pragmatiquement. Parce que les appareils sont des engins de traitement de l'information, et que l'information est ce qui est à la fois stimuli physico-chimique, symbole sensé et embrayeur performatif, la technologie fonctionne selon ce triple principe, ce triple régime, et l'hétérotopie appareillée s'en voit modifiée à l'avenant. Je vais passer rapidement sur ce premier genre, pour aller à l'autre bout du spectre, où il y aurait des hétérotopies dématérialisées, virtuelles, qui sont tous les lieux créés ex nihilo pour les environnements virtuels de l'informatique. Je pense à des jeux comme Doom, les jeux vidéo, Second Life, etc. Peut-on vraiment parler d'hétérotopie virtuelle? C'est une question qu'on peut poser, notamment quand on voit l'opposition que fait Foucault entre les utopies, qui n'ont pas de lieu réel, et les hétérotopies qui, eux, doivent s'ancrer dans le réel. La question se pose, qu'est-ce qu'un lieu qui existe dans le réel? Si c'est un lieu dans lequel l'individu peut physiquement aller, évoluer, qu'il peut utiliser, où il peut créer des relations sociales et fonctionnelles, alors les univers virtuels en sont. Si c'est un lieu dans lequel l'individu peut vivre, réaliser les fonctions biologiques de base nécessaires à sa survie, comme manger ou respirer, alors les univers virtuels n'en sont pas. Mais nombre de lieux du réel non plus. Les pôles, les îles abandonnées, les profondeurs, etc. L'articulation à présent à trouver est à trois termes, médiés par le truchement technologique. Hier, l'hétérotopie articulait le réel et l'imaginaire. Aujourd'hui, l'hétérotopie matérielle tresse ensemble réel, virtuel et imaginaire. Le lieu localisé du réel, circonscrit, n'est plus hétérotopique en lui-même, il est seulement le seuil vers une hétérotopie matricielle.
j'aurais aimé défendre le fait qu'il peut y avoir une hétérotopie virtuelle et que ce n'est pas une simple utopie, mais là encore, pour essayer de tenir le temps, je vais laisser ça en suspens pour le moment. Pour arriver au troisième genre dont je voudrais parler concernant les hétérotopies technologiques, entre l'interconnexion et la virtualisation, il y a un dernier régime accessible aux hétérotopies technologiques, l'hybridation. On se retrouve ici dans une mixed reality, une réalité mêlée, où les pans du réel et du virtuel se complémentent et s'augmentent l'un l'autre, sur un spectre très vaste, allant du virtuel pur, totalement simulé, au réel le plus brut, le plus nu. En 2004, avec leur installation H2O, Electronic Shadow propose une déambulation dans un environnement mi-réel, mi-virtuel. Un bassin d'eau et différentes pièces forment l'habitacle visitable par le public. Ces lieux sont hantés par une figure fantomatique de femme virtuelle qui reconfigure les décors et leur usage au fur et à mesure de son parcours. Le public peut alors prendre part à cette narration en s'y voyant immergé. Il donne naissance à un deuxième avatar, ombre électronique du spectateur, qui vient s'intriquer au fil initial. Le spectateur évolue alors dans un monde mi-réel, mi-virtuel, au décor changeant, où il déambule à double enseigne, comme corps tangible découvrant l'installation, et comme avatar injecté dans le pan virtuel des phénomènes qui s'y tiennent. Inspiré par le roman de Casares, L'invention de Morel, il faut lire ce roman, c'est très important, l'œuvre donne à vivre deux réalités fusionnant dans un unique cadre spatio-temporel. Réalité à la fois autre et génétiquement affiliée. Parcours à la fois préprogrammé et interprété par chaque nouvel entrant. Réel et virtuel s'hybrident dans une fiction qui se rejoue en permanence dans des décors changeants bien que localisés. Mais que faut-il entendre par hybridation? L'hybridation est l'opération par laquelle sont appariées deux espèces distinctes sous un même genre pour créer une nouvelle espèce, d'où les sources sont toujours reconnaissables. Il n'y a hybridation que s'il y a hybride, et hybride pérenne, viable, voire reproductible, par filiation dans des individus zoologiques ou par duplication, dans le cas des cellules biologiques. Cela signifie que tout ne peut pas s'hybrider ensemble, et que l'opération doit se solder par la création d'une nouvelle clade au sein du genre. Mais cela signifie aussi que le statut d'hybride est lui-même transitoire. Un être hybride n'a que deux avenirs possibles, la disparition dans la non-viabilité ou la canonisation comme espèce nouvelle à part entière. Qui se souvient que telle fleur n'existait pas hier? Qui se souvient que la pomme apienne, qui est peut-être notre pomme d'api, est le premier exemple recensé d'hybridation botanique? Qui se souvient que tel sabir, l'espéranto, hybride de langues européennes, n'a jamais réussi à s'imposer? L'hybride est cet être prenant une place intermédiaire entre au moins deux existants établis sur un certain continuum. Un hybride qui ne se canonise pas sous les traits d'une nouvelle espèce n'est qu'un monstre, comme celui du docteur Moreau. Hybridation décrit un type de mélange dont l'art consiste dans le dosage de deux essences d'un même continuum pour créer un élément charnière. Se pose alors la question de ces continuums. Que faut-il entendre par là? On peut hybrider des langues entre elles, des genres musicaux entre eux, des plantes entre elles, des animaux entre eux, des pensées entre elles, des objets entre eux. Mais comment se déclare l'inhybridable? Un continuum pourrait se définir comme l'ensemble des classes d'existantes qui partagent le même milieu, c'est-à-dire qui utilisent le même type de ressources pour subsister. C'est pourquoi un homme-rat est concevable comme hybride, en tant qu'ils sont deux animaux d'un écosystème. Mais une souris sur laquelle on a greffé une oreille d'homme n'est qu'une chimère. Le mutant transgénique est un être hybride, mais le silora. Ce troisième type d'hétérotopie technologique serait bien un espace hybride pérenne, fruit d'une hybridation entre le réel comme ressource et substrat d'un côté, et le virtuel comme source et réserve de l'autre, qui accueillerait, sous le régime de l'interaction, une parenthèse d'hybridation entre le spectateur concret et son image programmée, entre le fantôme invoqué par les lieux et son incarnation singulière quand un hôte s'y transplante.
Et je conclue. Il y aurait encore à creuser bien des pistes ici ouvertes. Comment concilier la transplantation, supposant une exclusivité spatio-temporelle, posant une imperméabilité entre l'individu hier dans le monde et celui séjournant à présent en hétérotopie, avec l'idée d'hybridation, qui tout au contraire suppose une fusion inclusive des pans de réalité et la coexistence d'une double identité au sein d'un même individu. C'est que notre rapport au réel est chamboulé, et nous en restons comme deux ronds de flanc. Et plus précisément, je crois que c'est la catégorie du tangible qui est déboussolée. Le tangible caractérisant ce que l'on peut toucher, ce que donc de prime abord on peut considérer comme le plus réel, la physis brute. Mais le sens du mot dépasse largement le périmètre du simple qualificatif. Le tangible, c'est surtout un vecteur cognitif, un mode d'appréhension du monde. Maintenant que ce tangible ne nous dit plus rien de ce qui peut être amené à se passer devant nous, car les phénomènes, eux, émanent pour une part du virtuel, maintenant que de plus en plus de choses et de plus en plus variées adviennent à tangible constant, dans le même tangible, c'est une nouvelle modalité noétique qui doit accompagner le mouvement et suivre le devenir de notre sensibilité. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que là, on a la possibilité tout de suite de poser 2-3 questions avant de passer à l'intervention suivante. Moi, je note quand même, peut-être que ça pourrait faire partie du débat, qu'il y a une espèce d'incertitude entre l'architecture et ce qui serait un art dans l'architecture. C'est-à-dire, il y a l'art, l'architecture comme art, mais un art dans l'architecture. Et on voit bien qu'en faisant la différence entre les mouvements de façade, une espèce d'habillage qui peut cacher des choses absolument terrifiantes. On peut imaginer, tu as évoqué aussi la question de structure, il faudrait voir comment la structure peut être mobile, mobilisée, etc. Ou alors comment dans une architecture de façade qui bouge, qui est une espèce de flux constant, mouvant, qui est une chose engagée depuis très longtemps. Times Square, c'était ça. On allait à Times Square précisément pour avoir cette espèce de flux des images continues, que ce soit de la pub ou autre chose. Donc je trouve qu'il y a une espèce d'ambiguïté dans la notation. Je crois qu'il faut qu'on relève entre cette... moi je crois qu'on ne peut pas appeler ça une architecture, c'est-à-dire ce qui est extérieur et qui l'a fait... ou alors c'est une architecture disparaissante, c'est-à-dire qu'on ne voit que de nuit d'ailleurs, parce qu'à la lumière, c'est pas rien. Hein. Donc que fait l'architecture le jour, dans le jour, c'est-à-dire dans le voir du jour, enfin, etc. Je trouve que c'est des vraies questions. Et par exemple, l'exemple qui était donné sur les murs qui se modifient en fonction de la marche du spectateur, au fond, ça me fait penser à des expériences de Stan Douglas, je dirais, avec les magnétophones, avec le son qui est différé, etc. On était dans les années 60. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce d'adaptation du numérique sur des formes expérimentales qui viennent des années 60. Et je trouve qu'il faut le garder à l'esprit. Peut-être qu'il faudrait, à partir de ce travail, faire un travail comparatif. Alors, c'est pas le même. C'est pas le même. Mais la structure de pensée, la structure est la même. Alors ça, c'est... Donc je parle des façades, hein, je parle de ces choses qui sont proposées comme une espèce... En fait, c'est un art à l'intérieur de l'art de l'architecture. Mais ça n'autonomise pas l'architecture. Et donc, ça c'est une vraie question, me semble-t-il. Bon, je ne vais pas continuer, mais on pourrait vraiment creuser ça. Stellark s'est greffé, parce qu'on a vu Stellark tout à l'heure sur tes images, il s'est greffé une oreille aussi sur le bras. Ça ne marche pas, d'ailleurs. Il pensait être sensible, et ça ne fonctionne pas. Question. Juste pour revenir sur le mot de dispositif, vous l'avez utilisé plusieurs fois en citant Agamben. À la fin de son livre, Agamben, qui n'est pas très fan des dispositifs, parle de profanation. Et je voulais avoir
voilà, pourquoi vous, quand vous parlez de dispositif, finalement, on a l'impression que c'est d'un point de vue très positif, hein, tout en citant Agamben qui en a plutôt un point de vue négatif. Alors, je n'ai pas insisté sur dispositif, mais non, je n'en ai pas un aperçu très positif du dispositif. Le dispositif, étymologiquement, est ce qui prépare à quelque chose, mais pour autant, c'est aussi ce qui dispose de l'individu qui s'en sert. Donc, non, je ne suis pas un fervent turiféraire du dispositif. Quant à la profanation d'Agamben, il faut bien voir que chez Agamben, la profanation, elle est positive. C'est-à-dire que... Oui, mais la profanation est positive face au dispositif qui est négatif. La profanation chez Agamben, c'est une façon de redonner la main à l'humain sur des choses qui lui échappent. Donc, oui, d'accord, ok. Enfin, la notion de dispositif chez Agamben, elle est très abstraite, je dirais. Enfin, quasiment tout est. Cité, c'est pour ça que je reviens dessus. Mais c'est quoi la question là? Non, je voulais avoir votre point de vue. Vous parliez d'un dispositif. Je pense que je ne suis pas la seule. Pendant tout votre discours, on a eu l'impression que c'était quelque chose finalement d'assez positif dans lequel on pouvait être transplanté. Et c'était finalement très beau, en fait, très joli. Je serais tenté de dire que c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire que ça fonctionne comme ça. Donc si on veut activer le mode de fonctionnement consubstantiel de la technologie, il faut jouer ce jeu en pariant sur le fait que les choses qui vont en ressortir seraient positives malgré cette fourche coding sur laquelle on est obligé de passer. Mais pour autant, non, je ne suis pas un grand fan du dispositif. Ce qu'a dit Agamben du dispositif, ça a rendu très confus ce que disent les plasticiens de l'installation. Vraiment. Dans votre nom, c'était une attaque contre les téléphones portables. Bien sûr. Oui, parce qu'il est supportable. Autre question? J'ai une question sur le... Enfin, je constate qu'on rentre quand même drôlement dans une époque de la littéralité avec tout ça. Et je me demandais un petit peu ce qu'il en devenait de la question de l'autonomie. Enfin, peut-être que les hétérotopies, finalement, si c'est quelque chose de toujours autre, comme on l'a dit, mais là c'est un petit peu trop littéral, c'est-à-dire qu'on a physiquement quelque chose qui est toujours différent avec la technique. Alors que les cow-boys et les Indiens, comme vous disiez, c'est peut-être toujours la même histoire quelque part. Quand c'est rêvé, c'est toujours autre, mais il y a peut-être une familiarité qui fait que c'est pas aussi littéral que toujours une histoire différente. Enfin, c'est cette question de l'autonomie et de l'hétéronomie qui me fait un peu peur, dans le sens où j'ai l'impression qu'on assiste à une hétéronomie qui est faite, une hétérotopie, pardon, qui est faite pour l'autre. C'est-à-dire que l'homme n'est plus autonome de rêver par lui-même, on lui propose un rêve qui est déjà fait face à lui, et voilà, il n'a qu'à le consommer, pour employer des mots un peu grossiers. Est-ce que c'est pas une destruction de l'hétérotopie, voilà. Il va de soi que c'est pas parce que tout bouge en permanence que je vais chercher le mot hétérotopie. Alors évidemment, il y a un risque de castration de l'imaginaire par la fourniture. Il y a le risque de la castration d'un imaginaire subjectif par la fourniture d'un imaginaire objectif fait de plein de choses. Ok, mais quelle est la différence avec un tableau? Le tableau, est-ce qu'il t'embrayait hier pour te faire rêver et partir vers autre chose? Aujourd'hui, le tableau, il est mobile, et il est dynamique, et il change tout le temps. Ok. Donc hier, il était figé, aujourd'hui, il est extensif. Est-ce que l'extensivité du tableau technologique va interdire et ta capacité à toi creuser ton intensivité dedans et à faire partir ton imaginaire? C'est possible, je sais pas. Monet, ça bouge tout le temps. Ça dépend de l'éclairage. Tu as raison. Mais pas seulement. Pas seulement. Aujourd'hui, on voit que le risque. Mais demain,
quand tout ça sera évident pour tout le monde, peut-être on retrouve... Aujourd'hui, on est noyé, quoi. Peut-être qu'on retrouvera une capacité de profanation pour repartir à partir de cette nouvelle ressource. C'est un pari optimiste ou pessimiste. Mais comme de toute façon, on y va, il va falloir faire avec, quoi. Et dans ce pari, ne faut-il pas interroger le continuum, c'est-à-dire le flux continu? C'est-à-dire, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ça ne s'arrête pas. Ça pourrait ne jamais s'arrêter. Oui, mais peut-être qu'on apprendra à pas le voir, le flux. Moi, je suis très étonné, je ne suis pas parisien, mais des anti-pubs qui veulent enlever la pub partout dans le métro, parce que, vous comprenez, ça m'agresse. Ou même toutes les vitrines, parce qu'il y a des soldes partout, alors ça m'agresse. Mais moi, quand je me promène dans la ville, je ne les vois pas. Donc on a aussi un filtre qui, d'autodéfense... La pub vous voit. C'est juste une forme. Mais il y a un effet jogging, quoi, à la Régis Debray. Et là, on aurait il y aurait plusieurs effets de jogging qui se mettraient en place. Un effet vibreur, ce que j'appellerais un effet vibreur, c'est-à-dire que la technologie va non seulement apporter la menace, mais encore les moyens de faire face à la menace. Puisque le vibreur, maintenant, avant ça sonnait tout le temps et maintenant ça vibre. C'est quand même un plus. La technologie a fourni des moyens de combattre ses propres défauts, de la même façon que vous pouvez faire des salles anti-Wi-Fi, ça c'est possible. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a un effet jogging qui est purement anthropologique, c'est-à-dire nous demain, quelle sensibilité va apparaître dans les dizaines d'années futures pour faire en sorte que ce qui aujourd'hui nous paraît terrible, demain on aura trouvé nos tics, nos chaînes, une sensibilité qui fait qu'on ne s'y noiera plus. Bien, je propose qu'on s'arrête là pour le moment. Rapide. Oui, rapidement, j'avais juste une remarque à faire sur le concept d'hétérotopie, qui en fait, chez Foucault, consiste justement... Merci. Consiste à critiquer essentiellement les processus d'homogénéisation. Et au contraire, ce que vous avez présenté là, et vous l'avez présenté de manière, je pense, intentionnellement acritique, mais du coup, au contraire, ça participe de ces processus d'homogénéisation. Et quand vous dites effectivement, finalement, à un certain moment, on ne le voit plus, le fait qu'on ne le voit plus ne signifie pas du tout qu'on a adopté une distance et un regard critique, mais qu'au contraire, on est entièrement fondu dedans et homogénéisé dans le dispositif et dans le processus. Donc ça ne me paraît pas un argument, disons, en faveur d'une possibilité optimisante de ce type de résolution, de dire qu'on ne le voit plus. Je pense qu'au contraire, ça rentre dans les raisons pour lesquelles Foucault les critiquait comme homogénéisants. Et là, ce qu'on a vu était de cet ordre-là, et vous l'avez présenté d'ailleurs très bien, mais entièrement intégré dans ce processus-là. Voilà. Je demande à Christian. Merci. De toute façon, on refera à la fin de la journée, on suivra les questions. Tu as coupé les chiffres. Pendant que Christian s'installe, je voudrais la présenter. Professeur, philosophe, directrice du GERFO. On va peut-être dire ce que c'est que le GERFO. Donc c'est un laboratoire qui travaille sur les interfaces entre philosophie et architecture urbaine, qui appartient, qui est dans un site de l'UMR, La Vue. Très bien. Et donc, qui veut nous faire une interprétation de l'écosophie et biosophie, quels espaces immersifs. Merci. Merci. Oui, alors donc, moi j'ai proposé de travailler sur la question d'interroger cette question de la biosophie et de l'écosophie, plus particulièrement d'ailleurs de la question de la biosophie, en interrogeant l'idée d'espace immersif et partagé. On rajouterait bien et partagé. Parce qu'évidemment, c'est un point tout à fait central. Alors, c'est au fil du temps, finalement, de par un long processus, puisque que je suis arrivée, depuis de nombreuses années, à travailler sur la question de l'architecture, dans toutes ses échelles, d'une certaine manière.
et sur le chemin finalement de ce qui pourrait être, comment envisager l'architecture qui est en train de devenir, que sur le chemin se sont imposés aussi bien les travaux de Guattari, du musée Guattari, mais beaucoup Guattari sur la question des trois écologies, et de Sloterdijk maintenant, évidemment, qui est un grand auteur, très énigmatique d'une certaine manière, de par une œuvre très proliférante. Alors, ce sont deux dénominations, quand on dit écosophie, biosophie, on voit tout de suite qu'il y a une mise en question de la philosophie, hein, d'une certaine manière, qui marque les déplacements et les transferts qui s'opèrent en philosophie et dans l'art des humains de ménager leur habitation sur Terre. C'est quand même l'idée profondément, je pense que les deux livres, en particulier les trois écologies et l'œuvre, d'une certaine manière, de Sloterdijk, interrogent en permanence l'installation humaine. Qu'est-ce que s'installer? L'installation humaine. Donc c'est une question de fond qui est là et qui se pose avec l'impératif finalement de penser la transition écologique. Parce qu'on parle de la transition numérique, et c'est vrai que je pense qu'il y a deux transitions quelque part qui s'opèrent, qui bouleversent donc finalement les établissements humains. C'est ces deux révolutions d'une certaine manière. Et donc la transition écologique pose la question de l'espace, des coexistences et des partages. Cette idée des espaces partagés, des milieux partagés, paraît absolument centrale. C'est vraiment quelque chose qui me paraît aujourd'hui s'imposer de plus en plus dans la question architecturale. Alors, dans les trois écologies, Félix Guattari signifie, comme il le dit, l'écologie environnementale d'un seul tenant avec l'écologie sociale et mentale. Donc il associe l'environnemental, le social et le mental. Et donc par rapport à tout ce qu'on a sur le durable, évidemment, d'introduire la question du mental, la question de l'esprit, et tout à fait, quelque part explose d'une certaine manière, est une résistance majeure à une certaine approche du développement durable. Et dit-il à travers une écosphère de caractère éthico-politique. La position finalement de Guattari, c'est pas du tout surprenant puisque c'est aussi tout son travail au fil de sa vie, ça a quand même été toujours de ramener cette question éthico-politique qui est éminemment architecturale. Cette question finalement des établissements humains, de l'installation humaine, c'est une question éthique et politique. Et donc ce qui est donné, étant donné le caractère irréversible des créations technoscientifiques, Guattari met l'accent sur les territoires existentiels, les subjectivités individuelles et collectives, les pluralités,